Dans nos sociétés africaines, les naissances font la fierté des familles. Pour les chrétiens, elle est perçue comme une bénédiction. Pour le commun des mortels, en principe, c'est un motif de joie. Ma force est de constater que sur le plan sanitaire, la préparation à accueillir ce bonheur à travers le diagnostic prénatal est banalisée ou mal faite. La problématique du diagnostic prénatal dans notre société, tel est le sujet au cœur de notre émission. Et pour en parler, nous nous entretiendrons avec le révérend père Modeste Éric Kouakou, prêtre de l'archidiocèse de Bouaké et docteur en théologie du mariage et de la famille. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être présent. Merci. Alors, pour commencer, avant de nous intéresser au vif du sujet, vous allez nous parler de ce que c'est que la théologie du mariage et de la famille. Avant de répondre à votre question, je voudrais commencer par dire merci. Merci aux responsables de notre télévision nationale catholique qui m'ont donc permis d'être ici, sur ce plateau aujourd'hui, pour annoncer l'évangile de la vie. Et quand on parle de la vie, surtout la vie naissante, c'est un sujet grave. Et c'est pourquoi avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour tous ces enfants qui naissent avec un handicap grave, une maladie qu'on ne peut pas trouver de médicaments jusqu'à présent, et penser aussi à leur famille. Et moi, ma pensée se transforme aussi en prière, puisque je prie pour ces familles-là. Et je voudrais aussi que cette prière se transforme en action, et en action à travers une œuvre qui est donc sur le marché. Alors, pour répondre à votre question, la théologie du mariage et de la famille a été instituée, on va dire comme ça, par le pape Jean-Paul II. Et c'est pour ça qu'il a appelé le pape de la famille. Quand il a été élu pape, il a organisé un synode sur la famille. Et les années 80-81. Et à la fin de ce synode sur la famille, on peut dire le plus grand synode sur la famille sur ce sujet, et il y a une exhortation post-synodale qui est sortie, qui s'appelle Familiaris Consortio, ça veut dire les tâches de la famille. Et dans ce document, le pape a décidé de créer un institut dédié au mariage et à la famille. Et cet institut se trouve à Rome et logé à l'université Lateranense, pour parler en latin. Alors, et cette université, cet institut a des branches dans les 5 continents du monde entier. Chez nous, ici en Afrique, c'est le Bénin. Et dans cet institut, on enseigne tout ce qui concerne le mariage et la famille. Donc, la vie, la santé font aussi partie donc de ce sujet, donc le mariage et la famille. Et donc, dans cet institut, on nous apprend ce que c'est que le mariage, on nous apprend ce que c'est que la famille, et on nous apprend à aider et accompagner les familles sur la voie de la sainteté. Puisque le but de toute vocation à la prêtrise comme vocation à la vie matrimoniale, c'est d'aboutir à la sainteté, répondre à l'appel à la sainteté, donc adressé à nous par Dieu. Alors mon père, en plus des titres que nous avons cités, vous êtes également l'auteur du livre « La famille face au diagnostic prénatal », une œuvre inspirée de votre thèse de doctorat. Mon père, dites-nous, quelle a été votre motivation personnelle à choisir un tel sujet? Il y a des motivations lointaines, des motivations proches et des motivations immédiates. Lointaine, et je le dis dans l'introduction de l'œuvre, c'est que quand j'étais encore petit, 9 ans, j'ai été témoin du sort qu'on réservait à ces enfants qui naissaient et qu'on disait ces enfants génies. Des enfants à des grosses têtes, des enfants de petites têtes, des enfants qu'on considère comme enfants serpents. Et chez nous, en pays baoulé, ces enfants-là, on les raccompagne. Raccompagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont trompés d'adresse. Ils sont trompés d'adresse. Ils ne devaient pas être parmi nous. Donc, on va les raccompagner là où se trouvent leurs semblables. Et pour ces enfants-là, on creuse une tombe et les enterre vivants. Ça m'a touché. Ça m'a touché à l'âge de 9 ans. Et resté en moi, enfoui en moi. Et puis, quand je suis allé pour les études, donc, raison proche, que je suis allé pour les études à Rome, dans cet institut dédié au mariage et la famille, j'ai été sensibilisé
par une matière qu'on enseigne là-bas qu'on appelle la biopolitique. C'est-à-dire l'ingérence du pouvoir politique, du pouvoir étatique dans la vie des familles, dans l'intimité des familles. Et puis, raison proche, c'est que pendant que j'y étais, j'ai notre dernière, ma petite sœur qui, elle et son mari venaient me rendre visite dans la paroisse où j'étais. Et sur l'autoroute, ils ont eu un accident. Il y a quelqu'un qui est venu rentrer par derrière. Et ils ont été transportés dans un hôpital. Ils ont fait l'avocat aussitôt. Ils ont eu un avocat qui a fait un certain nombre d'analyses pour voir comment, parce que la dernière, elle avait 3 mois, comment elle se portait. Et à 3 mois, en faisant les recherches, les analyses, on a découvert qu'elle avait ce qu'on appelle le syndrome de West. Le syndrome de West, c'est une maladie, une pathologie qui est rare, mais qui existe et qui est peut-être comparable à l'épilepsie. Parce que la personne qui a cette maladie a des crises comme ceux qui ont l'épilepsie. Et en plus de cela, l'enfant devait être paralysé à vie. Il ne pouvait pas parler. Et quand je suis allé rendre visite à ma sœur et qu'elle m'a dit, le médecin qui les a reçus leur a dit, si on avait fait le test, le diagnostic pendant la grossesse et qu'on avait découvert cela, on aurait pu vous conseiller de faire un avortement. Tu vois, ça a été un choc pour elle. Oui. Et il fallait la remonter. Donc, j'ai vécu la chose. Comment elle a affronté ce diagnostic, on peut dire post-natal parce que l'enfant avait 3 mois. Comment elle a vécu, elle et son mari. Comment on a essayé de les aider à surmonter cela. Et quelque temps après, l'enfant a été pris en charge dans un hôpital assez un bon niveau, les enfants en pédiatrie. Et cet enfant qui était déclaré, qui a été déclaré invalide pour à vie, handicapé à vie, cet enfant aujourd'hui a 5 ans. Elle parle bien l'italien, elle parle bien le baoulé, elle parle bien le français et elle va à l'école. Donc c'est 3 raisons lointaines, proches et immédiates qui m'ont donc poussé à élaborer, à entamer cette réflexion sur le diagnostic prénatal. Alors mon père, de façon générale, chez nous en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, lorsqu'une femme porte un enfant, on a tendance à dire qu'elle a un bon palu. La question c'est de savoir, est-ce qu'on peut dire d'une femme qui est enceinte qu'elle est malade? Est-ce qu'elle présente un état de pathologie? Alors, cette question me fait comprendre que finalement, les conceptions culturelles ne sont pas aussi très différentes. Vous voyez, en 1954, je crois, dans les années 1950, il y a un grand scientifique qui s'appelle Medawar, qui a défini la grossesse comme un allogreffe. C'est-à-dire que c'est un corps étranger que la femme tolère pour 9 mois. Et 9 mois après, elle doit expulser ce corps étranger. Parce qu'un corps étranger est comme un microbe qui doit être combattu par le corps qui l'accueille à travers les anticorps. Donc, ceci pour montrer que Medawa, déjà, il l'a dit en 1954, je crois, mais nos parents pensaient comme cela. Que puisque la grossesse se manifestait par un état de santé assez fragile, la mère souffre beaucoup, elle a des réactions inhabituelles. Donc, on a pensé que bon, c'était une maladie, une situation inhabituelle. Mais retenons que c'est une situation inhabituelle et non une maladie. Très bien, une situation inhabituelle et non une maladie. Elle est assez passagère, cette situation inhabituelle. Voilà. Heureusement. C'est une période bien définie. Heureusement. Très bien. Qu'est-ce qu'un diagnostic prénatal? Un diagnostic prénatal, pour être simple, c'est l'ensemble des procédures qu'on fait subir à une maman une maman enceinte, en vue de découvrir par des tests si l'enfant qu'elle porte se porte bien. Donc, dans le chapeau du diagnostic prénatal, il y a le dépistage. Le dépistage, quand on parle de dépistage, il y a une nuance entre dépistage et diagnostic prénatal. Quand on parle de dépistage, on parle de probabilité de présence ou d'absence de maladie au niveau du bébé. Donc, probabilité. Mais quand on parle de diagnostic prénatal, on va en profondeur. Là, on parle de certitude, de confirmation à 100% de la présence ou de l'absence donc d'une maladie ou d'un handicap au niveau de l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Le diagnostic prénatal est-il différent des consultations prénatales?
Non, c'est un grand ensemble, donc ça fait partie. Consultation prénatale fait partie donc du diagnostic prénatal, ou plutôt, on peut dire que le diagnostic prénatal fait partie de la consultation. Parce qu'on peut aller voir le gynécologue, la sage-femme, pour autre chose, sans forcément qu'on demande, par exemple, d'aller faire des examens, des analyses. Donc, le diagnostic prénatal fait partie du grand ensemble, la consultation, donc prénatale. Et qui est chargé de faire ce diagnostic-là? Ça dépend des lieux. Ça dépend des lieux, des structures qui accueillent les femmes enceintes. Dans le village, par exemple, c'est la sage-femme. Il n'y a pas de choix. Parfois même, c'est l'infirmier. Et dans les grandes structures, bon, on parle de gynécologues, voilà, qui donc sont habilités à accueillir les femmes enceintes et à les accompagner durant la grossesse. Quelle est la fiabilité du diagnostic prénatal? C'est toujours une procédure technique. Donc, quand on parle de technique, on parle dessus, il faut admettre une part d'erreur. Ça vous arrive parfois, et nous sommes ensemble, je vous appelle sur votre téléphone pendant que nous sommes ensemble, et l'opérateur me dit que votre correspondant peut être joint. Pourtant, là, vous êtes bien dans le réseau. Donc, il y a une part d'erreur, une marge d'erreur. Donc, c'est ça qu'il faut pas diviniser la science. Elle n'est qu'une œuvre de la création de l'homme, une œuvre humaine, donc qui comporte aussi des imperfections. Et c'est pourquoi, ça répond un peu au titre, la question, on peut répondre par le titre de mon œuvre, La famille face au diagnostic prénatal. Pour dire que c'est pas à la science de déterminer tout ce qui concerne la vie humaine. Il faut aussi associer, donc, la famille. Donc, il y a une marge d'erreur qu'il faut donc accepter. Par exemple, le cas de ma petite sœur, il y a un diagnostic qui a été fait, mais au bout du compte, après 5 ans, on voit que la petite fille, elle va bien et elle n'a rien à voir avec ce qu'on avait prévu auparavant. Elle n'aurait eu cette chance-là d'être en vie si le diagnostic prénatal avait été fait. Allez-y. On allait amplifier la maladie, donc le syndrome de West, pour amener la famille donc à faire le choix donc, de l'avortement. Et c'est ça le problème. On va aggraver la maladie. Peut-être on en parlera, mais on sait que en médecine aujourd'hui, on parle de l'histoire naturelle de la maladie. Il y a des maladies qui commencent fort, et puis après, elles disparaissent naturellement. Oui. Donc, il faut tenir compte de cet aspect de la chose. La science n'est pas maître de la vie, c'est Dieu qui est maître de la vie. Finalement, est-ce que le diagnostic prénatal a-t-il des avantages? Bien sûr. Oui, lesquels? Puisque c'est comme si me posait la question, est-ce que le bilan de santé annuel que nous, les adultes, faisons a ses avantages? Oui, ça a ses avantages. Je peux citer, entre autres, tout est dans le livre, je peux citer, entre autres, le fait que déjà, la famille entre en contact avec donc le bébé à naître, l'enfant à naître, à travers, par exemple, l'échographie, l'imagerie, qui permet de voir l'enfant. Et à ce propos, il y a une branche de la médecine aujourd'hui qui se développe progressivement, qu'on appelle la médecine ou bien la science aphotonique. C'est-à-dire quoi? Une famille, la femme est enceinte, nous allons voir un laboratoire ou bien une structure d'imagerie, et peut-être une fois par mois, on va pour rendre visite à travers l'imagerie, à travers l'écran, pour rendre visite à notre bébé, pour parler avec lui pendant un temps, pour présenter les membres de la famille, puisque l'enfant entend. Du ventre de sa mère, il entend tout ceci, cela. Donc, ça permet de rentrer en contact déjà avec l'enfant, d'établir des liens familiaux avec l'enfant avant même sa naissance. Et puis, quand il est négatif, quand le diagnostic a dit qu'il n'y a pas de problème, on se sent à l'aise. C'est comme quand on fait un bilan de santé, on nous dit, bon, tout va bien, on est à l'aise. Maintenant, c'est quand tout va mal, mais pas bien, que le problème se pose. Mais ça ne devait pas se poser, parce que normalement, ça devait permettre de prendre des dispositions. Quand on découvre une maladie grave, un handicap grave, ça prépare la famille à accueillir l'enfant. C'est pourquoi certaines familles disent non, on ne fait pas de diagnostic prénatal. Ce que Dieu veut, il nous a donné la norme, on va prendre. C'est comme ça qu'ils disent. Bon, il faut le faire pour savoir où préparer à accueillir l'enfant. Si tout va bien, tant mieux, on rend grâce à Dieu. Si tout va mal, ou bien s'il y a un problème, ben on demande à Dieu de nous donner la force d'accueillir cet enfant qui va naître dans ces circonstances-là. Vous avez fait ressortir une idée qui n'est pas, une réalité qui n'est pas rare à retrouver, notamment de nos jours, des personnes continuent de dire que ce n'est pas nécessaire de faire des consultations prénatales, un diagnostic prénatal. Des personnes le disent soit par ignorance ou encore banalisent la chose, par négligence. Certaines femmes enceintes restent à la maison
jusqu'à ce qu'elle soit à terme, ou encore c'est lorsqu'elle rencontre des difficultés qu'elle se rende à l'hôpital. Finalement, à quel moment est-il nécessaire de faire une consultation prénatale ou encore un diagnostic prénatal? Je vais peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui, la science travaille énormément pour développer des procédures diagnostiques très tôt au niveau de la vie de l'enfant. C'est-à-dire que normalement, par exemple, pour l'échographie, à 3 mois, il faut faire. Mais aujourd'hui, il y a des procédures déjà à une semaine, à une semaine, à 2 semaines, à 1 mois, pour découvrir déjà. Et là, c'est plus l'imagerie, parce que l'imagerie, on voit l'enfant, mais là, c'est plutôt au niveau du sang, au niveau de... Voilà, donc on va recueillir des cellules pour déjà analyser et voir si l'enfant se porte bien. Alors, ce qui est intéressant, en répondant à la question, faut aussi savoir que le diagnostic n'est pas venu comme ça, c'est pas descendu comme ça, ex nihilo. Avant 1950, c'était pas développé. D'accord. C'était pas développé du tout. Et c'est à partir de 1950, il y a un premier scientifique, il s'appelle Douglas Davis, un Anglais, qui à l'hôpital Sainte-Marie de Manchester, donc a cherché à recueillir des cellules du bébé dans le sang de sa mère. Et c'est à partir de 1974, surtout avec la découverte de l'échographie, donc l'imagerie, que le diagnostic prénatal va prendre un boom. Et ce boom, par exemple, en France, sera lié à la loi Veil. Donc, il y a un problème éthique. La loi Veil, c'est la loi qui autorise l'avortement remboursé par la sécurité sociale. Donc, est-ce qu'on découvre les maladies en vue d'aller appliquer la loi Veil ou c'est une simple coïncidence? Ça demande une réflexion à ce niveau-là. Mais pour dire simplement qu'il est bien de suivre, de contrôler la grossesse avec donc le diagnostic prénatal. Mais dans la réponse qu'on donne à la suite du diagnostic pathologique, la réponse qu'on donne, c'est ça qui est peut-être bon, mais elle est mauvaise. Sinon, si on accueille, on sait que l'enfant a tel problème et qu'on accueille l'enfant, on se prépare à l'accueillir, on se donne les armes et déjà même au niveau de la science prénatale, elle a la possibilité déjà de commencer une thérapie quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. C'est possible. Voilà. C'est quand on parle de la médecine prénatale. Donc on peut déjà, parfois même, on peut même opérer. C'est possible d'opérer l'enfant quand il est encore dans le ventre de sa mère. Mon père, quelles sont les différentes méthodes du diagnostic prénatal? Il y a plusieurs méthodes. On a déjà entendu parler de la voie sanguine. Oui, voilà. Donc, je vais citer seulement 2 groupes. D'accord. Il y a les procédures non invasives et il y a les procédures diagnostiques invasives. Alors, les procédures diagnostiques non invasives, ce sont les procédures qui ne comportent pas de danger pour le bébé et pour la mère. Donc, je vais citer 2. Il y en a beaucoup, mais je peux citer 2. L'échographie. C'est l'imagerie. Il n'y a pas de risque pour donc le bébé et aussi. Les gestes sont extérieurs. Voilà. Et puis il y a aussi le test qu'on appelle en anglais NIPT, NIPT, qui veut dire test prénatal non invasif, qui consiste à quoi? Qui consiste à rechercher dans le sang de la maman des cellules isolées du bébé. Donc, ça va nous permettre de prendre ces cellules, voir l'ADN du bébé et de découvrir s'il y a un problème, s'il y a un problème au niveau de la santé du bébé. Donc, après l'échographie et le test de NIPT, on va maintenant voir les procédures invasives, les procédures diagnostiques invasives. Et il y a, je peux citer 4. Il y a l'amniosynthèse, qui consiste à prendre une aiguille, à passer par l'abdomen de la maman pour recueillir donc un peu de liquide amniotique qui contient donc l'urine et les selles du bébé. Il y a aussi la cordosynthèse qui consiste à aller avec toujours une aiguille, aller prendre, recueillir du sang du bébé dans le cordon ombilical. Il y a la fœtoscopie qui consiste à en faire entrer un tube avec des caméras pour voir de près comment se porte l'enfant. Et puis, il y a la vilosynthèse, qui est plutôt une méthode qui se fait par voie vaginale. Donc, on va faire entrer ce qu'il faut par le vagin de la maman pour arriver à aller recueillir donc des cellules du bébé, examiner pour voir
comment le bébé se porte. Donc voilà les deux grands types de procédures diagnostiques, invasives et non invasives. Tout ce que vous expliquez là, ce sont des procédures qui sont quand même coûteuses. Est-ce qu'elles sont à la portée de tout le monde? Exactement, et ça fait partie des problèmes que les familles affrontent face au diagnostic prénatal. C'est coûteux. Mais pourquoi c'est coûteux? Ils sont coûteux parce que simplement, ceux qui les ont fabriqués, ils ne l'ont fait pas pour mettre au service de la famille. Ils ont fait pour une question de rentabilité, pour rentrer dans leurs fonds, pour découvrir ces procédures. Ils ont fait des recherches, ils ont investi énormément. Donc, ils cherchent à rentabiliser, récupérer leur capital et avoir un maximum de bénéfices. Et ça fait que c'est cher. Et comme c'est cher, ça n'encourage pas donc les familles à aller vers ces procédures-là. Par exemple, l'échographie, il sait qu'en Côte d'Ivoire, le prix varie entre 8 000 et 10 000. Pour les familles modestes, si on doit le faire chaque mois, on voit ce que ça coûte. Voilà. On entend quelquefois dire que lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il est celui de sa mère. Lorsqu'il vient au monde, il appartient à tout le monde. Alors, quelle est l'importance du dialogue médecin-patient-famille? Mon maître, professeur Giuseppe Noya, il a cette manière de répondre à votre question en disant que je crois que la première thérapie, ou bien la première thérapie pour un médecin, quand il est en face d'une famille, en face d'une femme à une grossesse, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Bien accueillir la femme qui vient, nos médecins le savent, donc je ne fais que répéter, bien accueillir la femme, bien accueillir la famille. Et puis deuxième chose, quels que soient les résultats du test, quels que soient les résultats du diagnostic prénatal, c'est de dire comment votre enfant s'appelle. Donnez déjà un nom à l'enfant. La famille vient désespérée parce que les examens ont montré qu'il y a telle chose. Et quand on demande déjà à l'enfant, on est en train de humaniser ce qu'elle porte. On est en train de bonifier ce qu'elle porte. On est en train de diviniser ce qu'elle porte. Et voilà, ce dialogue-là fait que même si l'handicap est grave, même si la maladie est grave, qu'on n'a pas de médicaments, mais l'approche du personnel médical vient donc préparer, calmer d'abord les familles et les préparer à accueillir la vie. Et ça, c'est très important. Bien, mon père. À partir du quatrième mois de grossesse, une pathologie prénatale est-elle détectée? Alors, je disais tout à l'heure que déjà, aujourd'hui, la science médicale se développe dans ce domaine-là du diagnostic prénatal, que déjà, 1 semaine, 2 semaines, déjà, il y a des procédures qui existent pour détecter déjà. Bon, chez nous, ici, pour détecter des pathologies. Pour détecter des pathologies en recherchant l'ADN du bébé, de l'embryon, en recueillant l'ADN de l'embryon et analyser pour voir comment l'enfant se porte. Et bon, chez nous, ici, en général, on attend peut-être donc à 3 mois avec l'échographie. Voilà. Mais certaines pathologies peuvent se développer après. Exactement, il y a d'autres pathologies qui peuvent se développer après. Et ça veut dire, même un enfant naît, pendant la grossesse se porte très bien, mais une pathologie peut naître après, à la naissance. Voilà, donc l'idée de l'enfant parfait, là, peut-être qu'il va falloir se calmer, quoi. Je veux un enfant parfait, ça existe, c'est un peu un concept aujourd'hui. Je veux un enfant parfait, un enfant selon moi, mes critères. Et ça, peut-être qu'en ce moment, nous sommes en train de prendre la place de Dieu. Nous devenons maîtres de la vie. Nous ne sommes pas maîtres de la vie. Finalement, il faut combien de diagnostics pour que les parents aient le cœur net? Alors, cette question, je préfère ne pas répondre à cette question. Ça sera à chaque spécialiste, face à une famille connaissant son histoire, de répondre à cette question. Parce qu'en fait, le diagnostic prénatal, il n'était pas demandé, je disais, il n'est pas demandé avant. Il a été demandé et surtout il a été encouragé aux familles quand il y a eu déjà des naissances avec des problèmes. Donc la femme, elle a eu des grossesses, elle a perdu les enfants auparavant, ou elle a eu naissance à un enfant, par exemple, trisomique. Donc la prochaine grossesse, il faut qu'on surveille, il faut qu'on vérifie. Donc c'était réservé un peu à une catégorie de femmes. C'est partant d'un antécédent. Voilà, un antécédent. Et puis en plus de cela, en tenant compte de l'âge de la femme enceinte. À 40 ans, une grossesse, la science médicale pense que c'est à risque. Donc, a besoin, en ce moment-là, la grossesse a besoin d'être surveillée et donc accompagnée. Que se passe-t-il en cas de découverte d'une pathologie chez l'enfant? Alors, ce qui se passe, c'est l'annonce. Nous, on parle de l'annonce, la bonne nouvelle. Mais parfois aussi, il faut annoncer des mauvaises nouvelles. Et donc, il faut annoncer cela.
Et je pense que nos médecins sont outillés, ils ont été formés pour que l'annonce soit moins dure pour la famille. Moins dur pour la famille. Donc, j'ai parlé donc de l'accueil. Et j'ai parlé donc aussi de demander déjà le prénom de votre enfant. Ça humanise l'enfant. Peut-être déjà la famille a pris la décision de s'en séparer, mais le fait qu'on demande son nom, ça veut dire que c'est un être humain qui est là. Et c'est pas la science, c'est pas des parlementaires dans ce monde-là qui vont dire que il faut peut-être 14 semaines pour dire que c'est une personne humaine. La vie humaine commence dès la conception. Dès qu'il y a eu fécondation, dès que le spermatozoïde est rentré dans l'ovule, la vie humaine a commencé. Et dans le livre, je parle des 8 premiers jours, sous donc le regard de mon maître, le professeur Giuseppe Noia. Les 8 premiers jours sont fondamentaux pour l'enfant de demain, pour l'adolescent de demain, pour l'adulte de demain et pour le vieillard de demain. L'un des points fondamentaux que vous abordez dans votre œuvre est la question de l'avortement, vers laquelle s'oriente souvent le discours médical. Lorsque survient une maladie à l'issue des examens, des analyses. Alors, que doit faire la famille? Surtout lorsqu'elle est chrétienne. La famille, si elle est chrétienne, donc elle doit être sensibilisée et doit croire qu'elle n'est pas auteur de la vie. Elle est simplement au service de la vie. Elle est ministre de la vie. Donc, la vie qui vient, elle doit être accueillie. Et dans ce cas-là, la famille a besoin d'être accompagnée dans l'accueil. A besoin d'être accompagnée parce que c'est une aventure difficile. Quand même, il n'y a pas de problème au niveau de l'enfant, encore dans le ventre de sa mère. Bon, déjà, c'est un peu compliqué. Avec tout ce qui se passe dans le corps de la femme, c'est un peu compliqué pour elle et pour l'ensemble de la famille. Parce que quand elle rentre, et quand elle a des envies bizarres, tout ça la fatigue elle-même, mais aussi ça fatigue la famille. Il y a un papa qui me disait, tu sais, ta maman, là, quand elle est enceinte, là, je suis obligé d'acheter chaque mois un casier de Guinness. Bon, donc, toute la famille a embarqué. Un casier de bière. Cela montre effectivement que il faut associer dans l'accompagnement, il faut associer aussi les parents, donc la famille dans cette aventure-là. C'est très important. Voilà. Et qu'une maladie, un handicap est détecté, à qui revient la décision finale de garder l'enfant ou de suivre peut-être la proposition qui vient très souvent, celle de l'avortement? Nous, chrétiens catholiques, nous disons qu'à travers le mariage, l'homme et la femme forment un seul corps. Ils retournent à la création. Parce que la côte de l'homme est sortie la côte pour faire la femme. Donc le mariage nous remet ensemble. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit Jésus dans le Nouveau Testament, il dit dans le mariage nous formons un seul corps. Et si nous formons un seul corps, ce qui touche l'un touche aussi l'autre. Donc la décision doit être prise ensemble, après échange, après la prière, après la méditation, après avoir rencontré aussi des personnes ressources qui nous apportent l'éclairage donc l'évangile, la lumière de l'évangile. Nous sommes amenés donc à prendre une décision. Mais c'est pas seulement la décision de la femme, la grossesse, c'est pas seulement la décision de l'homme qui accompagne la femme. C'est donc comme un accord. Comme un accord. Donc, très bien. Alors, à la lumière de l'évangile. À la lumière de l'évangile pour le couple chrétien. Pour le couple chrétien. Quelles sont les possibilités donc de traitement prénatal de l'enfant qui est atteint d'une pathologie? Vous avez déjà évoqué le fait que une opération peut être faite. Oui. En dehors de cela, il y a des thérapies qui sont développées aujourd'hui par la science prénatale. Ce ne sont pas de science prénatale, la médecine prénatale. Donc, il y a une série de thérapies qui sont développées, qui existent, coûteux, mais qui existent. Donc, qui prend en charge déjà l'enfant quand il est encore dans le ventre de sa mère et pour donc essayer donc de juguler donc le mal, le problème. Et puis, il y a aussi la possibilité d'intervenir de manière chirurgicale. Ça existe aussi. Donc, l'enfant peut être, on peut opérer l'enfant quand il est encore dans le ventre, donc, de sa mère. Donc, aujourd'hui, la science médicale nous donne une possibilité, large possibilité, qu'on doit annoncer, développer, présenter, pour ne pas qu'on ne parle seulement que donc de l'avortement, de l'autre solution. Il y a une alternative à l'avortement, qui est donc l'accueil avec l'accompagnement de la médecine prénatale. Est-ce que la mère également doit peut-être changer son régime alimentaire? Elle doit être privée de certaines activités pour contribuer à cela aussi?
Est-ce que cela arrive? Oui, ça dépend de la pathologie, ça dépend de la maladie que l'enfant porte, ça dépend de l'handicap que l'enfant porte. Donc, les médecins sont outillés pour répondre à cette question. D'accord. Et comment la mise en confiance de la mère se fait durant cette période? Alors, je pense que quand on parle de la vie prénatale, il y a 4 principes qu'il ne faut pas laisser tomber, selon moi. Il y a Dieu. Dieu est le patron de la vie, c'est l'auteur de la vie. Ensuite, il y a la vérité. Mais la vérité scientifique éclairée par l'évangile, pas une vérité tordue, une vérité tronquée, maquillée, pour amener les familles à faire le choix de l'avortement. Et puis, il y a l'humanité. Nous sommes des humains. Cet enfant-là, c'est un être humain qui doit être considéré comme tel. Il doit avoir le statut d'être humain. Il y a un prêtre italien qui a fait un bon travail au niveau canonique, au niveau de la loi de l'Église, pour montrer comment l'enfant déjà dans le ventre de sa mère doit avoir le statut d'être humain. Comme nous tous qui sommes là, qui sommes déjà sur cette terre-là. Et puis l'autre dimension, la dernière dimension, c'est la dignité. La dignité de la personne humaine. Quel que soit son état de santé physique, quel que soit son aspect esthétique, il doit être respecté dans sa dignité. Un enfant est un don de Dieu. De ce fait, l'Église invite à l'accueillir même dans les circonstances difficiles. Alors, en accueillant un enfant malade, quelles sont les difficultés auxquelles les familles sont-elles confrontées? Alors, les difficultés sont nombreuses. Déjà d'autres financières. Tout à fait. Dans ce livre, j'essaie de les regrouper donc en 4 catégories. Donc, d'abord, problème financier, ensuite, problème physique, problème psychologique et enfin, problème spirituel. On va les développer point par point. Ok, alors, problème financier, il faut avoir beaucoup d'argent pour s'occuper d'un enfant qui va naître. Déjà, même si on commence la thérapie, le traitement, quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, ça coûte. La médecine prénatale et la médecine pédiatrique sont peut-être les médecines les plus coûteuses. Quand les grandes cliniques veulent faire beaucoup de bénéfices, ils vont développer donc cette branche-là, surtout la médecine pédiatrique. Alors, donc, ça coûte cher. J'ai demandé le prix d'un fauteuil roulant pour un enfant handicapé dans une pharmacie. On m'a dit 200 000 francs. C'est au moins 200 000 francs. Les médicaments, le traitement. J'ai rencontré un ami de lycée et qui m'a invité à partager un repas. Et j'ai compris pourquoi, parce qu'il avait un cas comme ça. Mais Dieu merci, ils ont réussi à juguler le mal. L'enfant va bien. Il est en 3e aujourd'hui. Et il me disait, quand il me racontait l'histoire de son enfant, il me disait, quand je pense, moi, Dieu m'a donné un peu de moyens et on a dépensé énormément pour cet enfant. Mais quand je pense à ces familles qui n'ont pas les moyens, c'est encore plus compliqué pour ces familles-là, effectivement. Donc, il faut l'argent pour soigner ces enfants-là, pour soigner ces personnes-là. Et puis, deuxième problème, c'est le problème, donc, physique. Il faut accompagner, il faut porter cet enfant-là qui va naître, peut-être handicapé, qui fait tout sur lui. J'ai rencontré, peut-être on en parlera plus tard, mais après la présentation du livre, après mes rencontres avec les familles, il y a toujours les témoignages. Et j'ai pu rencontrer un monsieur qui, aujourd'hui, à la retraite, il a sa fille qui a 35 ans, handicapée, qui fait tout sur elle, les barbes et tout ça. Et depuis sa naissance, l'enfant a 35 ans, depuis sa naissance, celui qui fait tout. Il change les couches, il change les tampons quand il fait ses menstrues, il fait tout. Il me dit, je suis à la retraite, mon père, je suis fatigué. Alors, il est fatigué. Il me demandait s'il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas de structure en Côte d'Ivoire pour prendre en charge ces personnes-là. Donc, c'est éprouvant. Et puis, même le diagnostic prénatal, est-ce que ça ne comporte pas de risque pour le bébé? On en a vu l'amniosynthèse. Et ça ne comporte pas de risque pour le bébé, pour la mère. Ça aussi, il faut voir. Et physique, parce que ça fait que dans une famille, par exemple, on peut ne plus voir les autres enfants. Tout l'amour, toute notre énergie sera focalisée donc sur cet enfant-là. Problème psychologique. Il y a d'abord difficilement qu'on fait un choix. Le choix d'accueillir l'enfant ou le choix de l'avortement. Et les deux choix ont des conséquences. Si on fait le choix de l'avortement,
il y a ses conséquences. Aujourd'hui, la science médicale, la science psychologique nous montre que les femmes qui ont fait un avortement dans leur vie, elles ont les séquelles là tout au long de leur vie. Si elles sont pas guéries, ce sont des blessures intérieures. Elles doivent être guéries pour cela. Par exemple, il y a un lien entre avortement et la dépression. Il y a un lien entre avortement et la tendance suicidaire. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent clairement cela. Donc, si on fait le choix de l'avortement, voilà ce qui nous attend aussi. Et si on fait le choix d'accueillir l'enfant, il faut te dire qu'il faut être fort mentalement pour aller jusqu'au bout. Il y a des familles qui commencent, au bout de 5 ans, ils ne peuvent plus continuer. Des études montrent aussi des liens entre l'avortement et l'esprit suicidaire. Oui. C'est-à-dire qu'une femme qui a donc à pratiquer l'avortement, si elle n'est pas guérie, si elle n'est pas prise en charge, si elle n'est pas accompagnée psychologiquement et spirituellement, elle peut aboutir à une dépression, elle peut aboutir donc à un suicide. C'est la réalité. C'est pas des histoires. Alors, donc, on accueille l'enfant. Si on décide d'accueillir l'enfant, est-ce qu'on est assez fort mentalement pour accompagner l'enfant jusqu'au bout, jusqu'à sa fin naturelle? On voit que parfois des parents les femmes déposent leur enfant devant les pouponnières, devant les orphelinats, parce que à bout de 3 ans, 5 ans, elles n'en peuvent plus. Elles abandonnent. Elles abandonnent parce que le mental n'a pas été assez fort pour cela. Et puis, ça va plus loin que ça. Finalement, ça peut interrompre le projet parental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, avec tout ce qu'on a vécu avec cet enfant-là, sa maladie, son handicap et tout ça, ça vaut la peine de faire encore des enfants. Or, pour faire des enfants, il faut des rapports sexuels. Donc, on se dit, si nous pratiquons le sexe, il y a donc dans le mariage, il y a donc le risque que ma femme tombe enceinte, et il y a même encore le risque que nous ayons un autre enfant dans ce cas-là. Et donc, les rapports sexuels sont peut-être liés, sans le savoir, liés donc à l'handicap ou à la maladie que pourrait survenir après, pendant la grossesse ou après la naissance. Donc, pour dire que psychologiquement, il faut être fort pour cela. Ça fragilise énormément le couple. Chez nous, ici, il y a des hommes qui fuient, qui laissent le foyer et disent, toi, ton enfant de serpent, là, je n'en veux plus. On a fait 1, 2, toujours des enfants serpents. Moi, je n'en veux plus, je m'en vais. Chez nous, ici, ça se fait. Et le monsieur abandonne le foyer. Et puis, dernier problème, c'est le problème spirituel. Alors, la famille se demande, est-ce que c'est une punition de la part de Dieu? Est-ce que Dieu nous punit? Et que ça soit ici comme ailleurs. Et dans le livre, j'ai cité l'exemple de cette famille française qui donc a donné naissance à un enfant trisomie 21. Et dans le quartier, les affairages du quartier, c'est comme ici que ça existe, là-bas où ça existe, les affairages du quartier disaient, vous là, Dieu vous a donné cet enfant-là, c'est une punition parce que vous êtes communiste. Voilà, Dieu vous a puni parce que vous êtes communiste. Nous aussi, nous trouvons des raisons pour justifier cela, pour dire cela, c'est une punition de Dieu. Par exemple, ton grand-père a fait quelque chose, ta grand-mère est allée dans la forêt, là-bas, elle a touché à des choses, ainsi de suite. Et puis, on se demande aussi, est-ce que Dieu est juste? Pourquoi ma voisine, elle a donné un enfant en bonne santé, et à moi, il me donne un enfant malade? Donc, Dieu est injuste. Ça nous pose des questions. Il est peut-être injuste, ce Dieu-là. Comment il peut agir comme ça? Et puis, tout cela va affaiblir, notre foi. Ça affaiblit notre foi. Et c'est ce qui est grave. Il y en a qui quittent l'église pour ce genre de situation. Hein. Écoutez, je ne vais plus à l'église. Parce que cette affaire-là, Dieu, il est comme ça. Pourquoi aller le louer le dimanche? Donc, les problèmes sont nombreux, mais on peut donc les regrouper en 4 grands. Donc, financier, physique, psychologique et spirituel. Bien, mon père, selon vous, pourquoi en Afrique en général, les personnes ont tendance à banaliser le diagnostic prénatal? Est-ce par ignorance ou bien par peur de découvrir une vérité qui sera peut-être dure à supporter? Bon, pour plusieurs raisons. Hein. Vous avez commencé déjà à répondre. Donc, premièrement, c'est pas ignorance. Je pense que ce sujet-là qui a été traité, partout où je suis passé, il y en a qui demandent, diagnostic prénatal, c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une ignorance dans ce domaine-là. On ne sait pas trop. Et puis, deuxième raison, on veut pas se stresser. On veut pas vivre avec le stress pendant la grossesse. Et du coup, on va dire quoi? Ce que Dieu nous a prévu pour nous, on l'attend. C'est pas la peine d'aller faire de tests, d'analyse pour savoir comment on va. Et cela même, nous les adultes, on vit cela. Hein. On n'ose pas faire notre bilan de santé annuel de la même manière, parce qu'on a peur de découvrir des choses et qui vont donc perturber notre vie tranquille qu'on menait. Or, il faut découvrir et prendre les précautions
et pour ne pas que ça s'aggrave le mal, pour pas que le mal s'aggrave. Donc, il est important de tenir compte de ces aspects-là quand on veut donc suivre la grossesse et se préparer à accueillir donc l'enfant qui va naître. Bien. À présent, nous arrivons à l'étape des témoignages. Après la lecture de votre œuvre, vous avez certainement eu des retours. Vous avez commencé par nous donner le témoignage déjà de certaines personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Alors, le premier témoignage que je voudrais donner, c'est le témoignage d'une religieuse. La religieuse la plus âgée du diocèse de Bouaké. Elle s'appelle Sœur Marie-Pascale, qui a fêté il y a 3 semaines ses 90 ans. Et à cette occasion, je suis allé la saluer et je lui ai remis comme cadeau ce livre-là. Parce que je savais pas trop ce qu'il fallait lui offrir. Comme il fallait lui offrir quelque chose, je l'ai fait. Et elle a lu. Elle a lu en 10 jours. 90 ans, moniale bénédictine, elle a lu l'ouvrage en 10 jours. Et voilà ce qu'elle m'a donné comme réaction. Elle a écrit, donc, et je trouve que c'est intéressant. Partout où je passe, je préfère donc lire ce qu'elle a dit. Très cher Père Modeste, je viens vous remercier pour le précieux livre écrit et offert par vous et en plus dédicacé au jour de mes 90 ans. Quel mystère qu'une vie humaine et qu'il est bon que des prêtres, selon leur charisme propre, en prennent soin. Ce livre m'a apporté beaucoup et même personnellement. Je découvre que dès ma naissance, je suis un être de communion par nature et plus encore par grâce, car moins de 18 heures après ma naissance, j'ai reçu le baptême devenant membre du Christ et de l'Église, son corps fraternel, selon une belle définition de Monseigneur Anselme Sanon. Hélas, au cours de ma longue vie, j'ai tant de fois expérimenté que la beauté de la création divine est défigurée par la tyrannie des péchés humains, la foi et la raison. Au lieu d'être les ailes qui nous élèvent vers la contemplation de la splendeur de la vérité, se ternissent au point que nous arrivons presque à nous demander si elles existent encore au niveau de la société qu'est la nôtre aujourd'hui. Donc voilà le témoignage de cette religieuse. Je peux vous donner aussi le témoignage des familles que je rencontre. Et quand après la messe, après la présentation, une famille vient me dire, mon père, tout ce que vous avez écrit là, voilà ça qui est là. Donc ils me présentent leur enfant qui est par exemple trisomique, mais qui a une autre pathologie, qui a un handicap. Et j'ai des parents qui me disent, mon père, les 4 problèmes que vous avez soulignés là, ce sont ces problèmes, nous les avons vécus. Et donc, dans la société ivoirienne, dans notre milieu, on peut pas dire que personne n'est concerné par cela. Autour de nous, des amis, des frères, des sœurs, des cousines, des connaissances, des collègues ont vécu cela. Si nous-mêmes ne l'avons pas vécu personnellement. Donc, finalement, c'est un sujet peut-être tabou, mais aujourd'hui, avec cette œuvre, mais avec aussi d'autres œuvres qui sont déjà sorties avant cette œuvre, nous mettons en lumière cette réalité. Et en même temps, nous mettons en lumière les familles qui ont accepté d'accueillir la vie avec un handicap ou avec une maladie qu'on n'a pas encore trouvé de médicaments. Et je souhaiterais, c'est une doléance, que notre chaîne puisse les inviter à venir ici, à les mettre à la lumière pour qu'ils racontent leur témoignage. Bien. Mon père, pour terminer, que faut-il faire face au manque de connaissances de la population sur le diagnostic prénatal? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ce que nous proposons, c'est d'annoncer, comme je disais au départ, l'évangile de la vie. Et annoncer l'évangile de la vie, a un aspect aussi, il s'agit de parler de la vie prénatale, la vie utérine, la vie de l'enfant qui est encore dans le ventre de sa maman. Donc, il faut en parler. Il faut en parler à travers la télévision. Je le faisais à Bouaké à travers la radio, je le faisais à travers l'AFEC, je le faisais à travers l'AFC, je le faisais à travers les CEB, puisque je suis aumônier diocésain de l'AFEC, de l'AFC et des CEB. Donc, il faut en parler. Il faut annoncer cet évangile de la vie. Et puis, ensuite, en parlant, nous transmettons des connaissances aux familles. C'est ça. Là, des connaissances scientifiques, mais des connaissances aussi au niveau de l'évangile. Et ce sont ces connaissances-là qui vont faire naître dans le cœur des familles des vertus, des valeurs chrétiennes et qui feront qu'elles seront prêtes à accueillir la vie dans ces circonstances-là.
Et le pape François, dans le dernier document pour la préparation au mariage, qu'on appelle les itinéraires catéchuménaux de la vie conjugale, nous invite, nous demande de parler du diagnostic prénatal dans la préparation au mariage. Merci, mon père. Merci infiniment. Madame, monsieur, vous l'avez certainement compris, cette émission touche à son terme. Nous avons égrené donc ces minutes avec le révérend père Modeste Éric Kouakou, docteur en théologie du mariage et de la famille, également auteur du livre « La famille face au diagnostic prénatal ». Notre sujet, nous le rappelons, était la problématique du diagnostic prénatal dans notre société. Nous espérons que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit sur ce plateau et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro avec un autre sujet. À très bientôt.